Et 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Christian. Vous êtes le procureur national antiterroriste. Merci de prendre le temps de venir ce matin répondre à mes questions et pouvoir nous faire au fond l'état de la menace terroriste en France aujourd'hui, les éventuelles perspectives, les craintes que vous avez, le profil de ceux qui pourraient nous menacer. Ma question elle est d'abord toute simple. Quel est l'état de la menace terroriste aujourd'hui au moment où on se parle ? Alors nous avons une menace qui, depuis fin 2023, tend à croître avec une recrudescence de la menace qu'on appelle djihadiste, qui aujourd'hui se caractérise de plusieurs façons. Ce qui, peut-être pour parler en termes chiffrés, on a augmenté de 70% le nombre de procédures que nous avons ouvertes en 2024 par rapport à 2023 sur ce contentieux-là, qui devient, comme ça l'était déjà depuis quelques années, le principal contentieux sur lequel nous travaillons désormais. Ça veut dire que la première menace pour vous, et elle revient, c'est-à-dire que vous aviez l'impression qu'il y avait une sorte de reflux de cette menace du terrorisme islamiste. En tout cas, tel que nous le mesurons par rapport au nombre d'enquêtes que nous ouvrons, oui, il y a un reflux il y a un retour. De la menace djihadiste aujourd'hui, qui se caractérise principalement par une menace. Alors je fais plus trop la différence, en tout cas pas de cette façon-là, entre ce que pendant longtemps on a distingué entre la menace endogène et la menace exogène, parce qu'en fait l'ensemble de la menace terroriste djihadiste est aujourd'hui de nature exogène. Pour être très clair, si il n'y a pas aujourd'hui, on ne considère pas que le risque d'avoir des commandos qui viennent sur notre territoire constitue la menace la plus prégnante. C'est toujours des choses qui peuvent arriver, mais on y reviendra peut-être. Différents dispositifs qui ont été mis en œuvre permettent aujourd'hui de prévenir ce risque pour l'essentiel, d'autant que les calendriers des agendas des principales organisations terroristes internationales, que ce soit Daesh, l'État islamique au Cœur Hassan ou Al-Qaïda, est moins tourné vers l'Europe occidentale que sur un agenda local pour eux aujourd'hui. Les deux autres formes de la menace exogène, elles se caractérisent soit sur ce qu'on appelle une menace commandée, soit sur une menace inspirée. La première, qui est la menace commandée, c'est-à-dire d'activer des personnes qui seraient déjà sur le territoire aujourd'hui, soit et qui sont en général des personnes qui n'ont pas forcément quitté le territoire, mais qui, par le biais des différents réseaux qui existent, sont entrés en contact avec les organisations internationales. Donc ils n'ont pas besoin de venir de l'étranger en quelque sorte, ils sont déjà mais ils sont en contact avec l'étranger. Et c'est pour ça que je l'appellerai la menace commandée, puisque c'est eux elle est quand même déclenchée de l'étranger. Et l'autre qui est une menace inspirée, qui est aujourd'hui sans doute la plus importante, qui est la menace qui est inspirée par la propagande massive qui est diffusée par les organisations internationales. L'État islamique peut-être au premier chef, et puis également Al-Qaïda. Et cette diffusion de propagande a un impact très fort sur donc des personnes qui sont ici, qui ne seront jamais en contact avec les organisations terroristes, ou en tout cas pas nécessairement, et qui vont, à partir des messages tels qu'ils sont envoyés, vont se convaincre d'une nécessité de passage à l'acte, et vont même utiliser des modes de passage à l'acte qui sont promus par cette propagande. Convaincre d'une nécessité du passage à l'acte, ça veut dire que c'est au fond une motivation chauffée par l'extérieur, si je puis me permettre, mais avec une détermination personnelle. On va revenir sur les différents drames qui ont échelonné les dernières années. Au fond, quand on vous entend, on pense aussi à ce qui s'est passé avec Dominique Bernard, avec ce qui s'est passé avec Samuel Paty, c'est-à-dire effectivement à un moment une sorte de motivation personnelle chauffée par cette propagande, comme vous dites. Olivier Christen, vous qui êtes le procureur national antiterroriste, je voudrais que maintenant que vous nous avez parlé de cette menace, qu'on voit aussi les profils. Qui sont ceux qui vous inquiètent aujourd'hui dans cette menace inspirée, comme vous dites ? Alors, il y a une évolution qui est très nette des profils, là aussi, depuis 2023. C'est le moment où on voit cette bascule, qui est le très fort rajeunissement des personnes qui représentent aujourd'hui la menace. Je crois que ce qui est toujours important, c'est de vous donner quelques chiffres, parce que c'est beaucoup plus parlant. Si habituellement, nous avions entre 2, 3, 4 mineurs qui étaient mis en examen par an pour des faits de terrorisme, nous en avons eu 15 en 2023, 19 en 2024,
2024. Et ce n'est pas un phénomène qui est propre à la France. J'ai rencontré, comme je le fais régulièrement, mes homologues étrangers européens notamment, qui traitent des mêmes champs contentieux que moi. Et ce phénomène de rajeunissement des personnes qui passent à l'acte terroriste, ou en tout cas qui projettent de passer à l'acte, des mineurs, mais également quand on voit les majeurs, beaucoup ont moins de 20 très ans, jeunes majeurs, donc sont de très jeunes majeurs, et quelque chose qui est observé au niveau européen et qui a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport d'Europol dédié. Et en fait, c'est en lien direct avec ce que je vous indiquais tout à l'heure. Il y a une très forte recrudescence de la propagande, et tant dans sa qualité que dans la façon dont elle cible certaines personnes, donc propagande qui émane des grandes organisations terroristes internationales, et cette propagande cible spécifiquement les plus jeunes, et on en voit l'efficacité. Donc notre devoir aujourd'hui, c'est de savoir comment on contre cette propagande. Comment on contre cette propagande, vous allez nous le dire, mais si on s'arrête un instant, vous nous parlez d'un rajeunissement de 19 personnes donc en 2024 qui sont mineures. Quand vous dites mineurs, c'est quoi? C'est 15, 16, 17 ans? C'est quel âge? Alors nous avons quelques-uns, 2, 3 par an qui ont moins de 16 ans. La plupart sont entre 16 et 18 ans. Et ce qui peut-être peut être assez parlant, vous savez, on parlait des attentats déjoués sur l'année 2024. C'est souvent aussi un élément qui permet une dizaine, qui ont donc été 9 exactement. 9 ont été déjoués en 2024. Quand il y en avait quand on avait eu 6 en 2023, 3 en 2022, 4 en 2021. Donc vous voyez, là aussi, il y a eu une augmentation de cet autre critère d'évaluation de la menace. Et à la suite de ces attentats déjoués, 16 personnes ont été mises en examen, dont 15 avaient moins de 22 ans. Donc ça montre la jeunesse des personnes qui sont potentiellement mises. Cette jeunesse, vous parlez d'un véritable défi de société. Parce que cette jeunesse-là, au fond, c'est une jeunesse qui n'a pas vraiment connu, en tout cas qui n'était pas en âge de comprendre comme des plus grands la vague terrible d'attentats autour de 2015. Donc ils sont dans une autre approche aujourd'hui. Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Est-ce que ça veut dire que ça les a endurcis en quelque sorte? Quels sont les moyens que vous avez de les toucher et de les déradicaliser? Alors, il faut qu'on travaille à plusieurs niveaux, peut-être pour avoir là aussi le spectre large, puisque c'est le sommet de l'intelligence artificielle qui se tient à Paris en ce moment. L'intelligence artificielle, cela va avoir un impact très fort aujourd'hui, à la fois sur la propagande qui est diffusée, mais aussi sur les instruments que cela doit nous permettre d'avoir pour lutter contre la propagande et pour mieux identifier la cible. Elle est déjà utilisée aujourd'hui sur la propagande. Je disais tout à l'heure qu'elle fonctionnait très bien parce qu'elle est plus qualitative. Et mes collègues espagnols m'indiquaient que aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il y a une propagande de plus en plus importante qui est diffusée en langue espagnole par des traductions automatiques qui sont faites par l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que les terroristes eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle pour démultiplier pour l'impact de leur propagande. Ouais. Donc ça, c'est la partie agressive de l'intelligence artificielle. Mais de notre côté, l'intelligence artificielle, elle est utilisée notamment au niveau d'Europol pour essayer d'identifier le plus rapidement possible les contenus qui sont diffusés par les organisations internationales pour les déréférencer. Alors certes, ils sont re-référencés assez rapidement par les organisations internationales avec d'autres vecteurs, mais l'intelligence artificielle permet ainsi, avec des incrémentations, d'aller de plus en plus vite pour les déréférencements. Et c'est un rôle qui est très important, et c'est un effet qui est très important. Et puis, on va se servir beaucoup de l'intelligence artificielle pour faire les croisements entre les procédures afin d'intervenir le plus rapidement possible sur les personnes potentiellement mises en cause. Et c'est un enjeu qui aujourd'hui est très important aussi pour la justice, qui est la raison d'ailleurs pour laquelle, je pense, le garde des Sceaux a indiqué que parmi les investissements importants qu'il y aurait sur la justice, il y avait un travail qui devait être fait sur le développement et l'acceptation de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous avez besoin de pouvoir lancer vos filets en quelque sorte, de la manière la plus fine possible, et pour toucher aussi ce niveau-là, en fait, de propagande. Exactement. C'est un travail qui se fait au niveau européen, qui se fait en France par les services de renseignement, qui sont le premier niveau de détection, et que nous devons faire au niveau judiciaire pour s'assurer de couvrir l'intégralité du champ, et l'intelligence artificielle sera pour cela quelque chose de très utile. Donc là, j'étais sur la part,
on lutte contre ce qui va toucher notamment les jeunes, notamment les jeunes sur notre territoire, pour éviter ces radicalisations express et ces passages à l'acte express, pour essayer de les prévenir à ce niveau-là. Ensuite, il y a ce que l'on va faire de façon plus directe à leur contact. Encore une fois, en prévention, avec un travail que nous continuons à développer en lien avec l'éducation nationale, de sensibilisation et de niveau de détection qui doit pouvoir se faire par les enseignants ou par le personnel qui travaille au sein de l'éducation nationale, de repérer les points qui peuvent faire craindre un moment de radicalisation, de basculement des personnes, Vous avez de leurs élèves. Vous avez beaucoup de signalements? Il y a des signalements qui émanent depuis l'éducation nationale vers les différents dispositifs qui ont été mis en place. Ça fonctionne correctement? Ça fonctionne correctement et ça permet d'avoir un premier niveau d'investigation pour voir si en effet on est dans cette situation-là ou pas et de le traiter correctement suivant le point qui est soulevé. Moi, je traite les moments où les personnes qui sont radicalisées s'inscrivent dans une volonté de passage à l'acte, mais les parquets territoriaux vont traiter la provocation, l'apologie, qui sont des fois aussi des premiers niveaux la provocation, l'apologie, on y reviendra. Et juste pour finir, donc ça c'est le point donc de détection. Et puis il y a la prise en charge. C'est pour ça que je parle aussi de défi de société. La prise en charge des mineurs qui sont mis en cause pour des faits de terrorisme, qui là est assurée par la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice en premier chef, qui a mis en place avec un certain nombre d'associations des dispositifs de prise en charge dédiés, lourds, qui permettent pour les personnes dont je parlais tout à l'heure, les mineurs dont je parlais tout à l'heure, de travailler dans le temps pour assurer une sortie de cette radicalisation et une volonté. Ça marche, ça? Est-ce qu'on sait déradicaliser? On a tant parlé de ces questions de radicalisation en prison, mais est-ce que la déradicalisation existe? Alors je crois là aussi, il faut toujours faire un peu la part des choses. Ce n'est pas on parle pas exactement de la même déradicalisation lorsqu'on est sur un mineur de moins de 15 ans, de 16 ans, 17 ans, qui a été dans un phénomène de radicalisation express. Pardon. Et quand nous parlons, en revanche, d'un majeur plus ou moins jeune, mais qui s'est inscrit dedans depuis plusieurs années, qui des fois va être parti sur zone. On a des profils qui sont assez variés par rapport à cela. Mais sur ce qui existe, qui a été mis en place sur les mineurs les plus jeunes, je crois en effet qu'on a des résultats plutôt positifs. Est-ce que aujourd'hui, vous rediriez ce que vous avez dit il y a quelques mois? Vous parliez d'une propagande à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles, je cite, depuis le 7 octobre. Oui, en effet. Qu'est-ce que ça a changé? Ce que l'on observe en général, c'est que les mouvements djihadistes sont, pas uniquement eux d'ailleurs, mais puisque c'est le dont on parle maintenant, sont extrêmement poreux à l'activité internationale, aux tensions qui existent au niveau international. Sans forcément se référer à ces tensions-là, mais ils sont sensibles à l'environnement mondial dans lequel les choses évoluent. Donc le 7 octobre a créé l'attaque terroriste du Hamas contre Israël a créé une déflagration et ce renforcement des tensions dans le Proche-Orient est quelque chose qui a eu un impact sur cette radicalisation. Mais je voudrais comprendre une chose. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont inspirés par les attaques? Est-ce que ça peut être une source d'inspiration? Non, ils ne sont pas inspirés. En revanche, ce qu'on a relevé, c'est un très fort renforcement des propos antisémites qui vont être tenus, avec des cibles antisémites qui sont beaucoup plus clairement exprimées dans les propos qu'ils vont avoir entre eux. Et on observe une recrudescence de l'attrait vers cette propagande djihadiste qui est diffusée depuis le mois d'octobre, parce que l'actualité fait qu'il y a eu un regain d'intérêt pour eux, pour ce qui se passait au Proche-Orient. Olivier Christen, vous qui êtes donc le procureur national antiterroriste, sur la question de la situation aussi en Syrie. 2 mois après la chute du régime de Bachar el-Assad, est-ce que aujourd'hui vous considérez, notamment pour ce qui est des combattants français, je crois qu'on estime à environ 300 combattants français donc qui seraient sur place, et la question des femmes et des enfants de djihadistes, est-ce qu'aujourd'hui cette situation est sous contrôle?
Alors on parle de 3 situations qui sont très différentes. Il y a les combattants français, qui sont dans ce qu'on appelle le nord-ouest syrien, la poche d'Idlib, qui sont autour d'un individu dont les médias ont régulièrement parlé, qui est Omar Diaby, qui sont identifiés comme étant autour d'une quarantaine, cinquantaine. On sait où ils sont? On sait connaît dans leurs faits et quel gestes? partie de la Syrie ils se trouvent, et ce sont des individus qui, pour certains, avaient des liens avec le HTC durant une certaine période, qui après se sont séparés de ces derniers et qui sont plus proches de la tendance caïdiste, et qui sont l'objet d'une attention pour identifier exactement où ils sont au moment où nous parlons sur cette partie du territoire syrien. Il y a un certain nombre d'individus qui sont probablement toujours dans les rangs de Daesh. C'est la partie qui est la plus complexe, la plus difficile à identifier, parce que il s'agit d'individus dont pour certains nous n'avons plus aucune nouvelle depuis des fois des années, et c'est donc il est difficile de savoir s'ils ont disparu, s'ils sont morts, mais sur lesquels on reste attentif au moindre signal qui laisserait penser qu'ils sont toujours en vie et éventuellement toujours actifs. Il faut savoir qu'évidemment ils sont en phase de dissimulation totale, hein, donc c'est pour ça que cela est assez complexe. Et puis enfin il y a ceux qui sont actuellement dans les camps, vous y faisiez référence il y a un instant, dans les camps tenus par les Kurdes, 66 femmes, 65 hommes, qui sont pour les femmes avec les enfants, qui eux aujourd'hui sont parfaitement identifiés, et qui sont tous, mais c'est le cas aussi des précédents dont j'ai parlé, toutes ces personnes-là sont l'objet de mandats d'arrêt ou de mandats de recherche émis par les autorités judiciaires françaises, afin que s'ils venaient à être, alors pour les camps donc ils sont localisés, mais pour les autres, s'ils venaient à être localisés, et surtout s'il apparaissait qu'ils tentent de passer les frontières et qu'ils soient appréhendés à ce moment-là, nous ayons les cadres juridiques qui permettent de donner des suites judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la femme d'Amélie Coulibaly, Hayat Boumedienne? Est-ce qu'elle a été repérée? Est-ce que l'on sait si sa motivation est toujours intacte? Alors, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que elle a été d'une part condamnée par défaut par la cour d'assises spécialement composée de Paris. À la suite des attentats de Charlie Hebdo, et que aujourd'hui il y a des investigations qui sont en cours pour identifier où elle peut se trouver et surtout être en mesure de l'appréhender dès lors que nous serons en capacité de le faire. Une question sur les prisonniers palestiniens libérés en échange des otages. On sait que certains avaient été condamnés pour des actes terroristes, notamment les responsables de l'attaque qui avaient fait plusieurs morts parmi les étudiants, dont un Français à l'université de Jérusalem. Certains ne sont pas renvoyés forcément à Gaza, mais plutôt dans des pays tiers, notamment le Qatar et la Turquie. Est-ce qu'ensuite, on sait s'ils peuvent représenter une menace, y compris pour l'Europe, et est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent? Alors, je ne crois pas que ces personnes-là, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les agendas des différentes organisations terroristes telles qu'elles existent. Le Hamas, aujourd'hui, ne paraît pas comme une organisation terroriste qui a un agenda qui soit au-delà du régional. Donc les personnes auxquelles vous faites référence ne me semblent pas présenter, au moment où nous nous parlons, une menace directe contre Une dernière question, parce que vous avez dit que cette menace du terrorisme djihadiste islamiste était la plus importante. Ça veut dire qu'il y a d'autres types de menaces. S'agit-il de menaces politiques ? Alors, il y a d'autres types de menaces qui sont des contentieux des fois assez anciens. Le contentieux relatif à l'indépendantisme radical violent corse, qui a connu en 2023 une recrudescence que nous n'avons pas retrouvée en 2024, mais qui est toujours présent. Il y a la menace qui est liée au PKK, qui est ce mouvement indépendantiste kurde violent qui utilise l'Europe de l'Ouest comme base arrière, notamment pour son financement, qui conduit également à un certain nombre de procédures qui sont ouvertes à Paris. Et puis, peut-être plus marquant, dans la période récente, il y a le mouvement, les organisations terroristes liées à l'ultra-droite radicale violente, qui est un phénomène qui n'existait pas il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui représente encore 5 procédures qui sont actives et pour lesquelles il y a déjà eu des sanctions lourdes prononcées devant la cour d'assises, spécialement composée de Paris,
et dont un des procès est en cours. Il y a un procès en cours actuellement. Il y en aura un autre au mois de juin sur d'autres parts de cette mouvance. Donc c'est une mouvance qui appelle une attention spécifique. Ça n'a rien à voir en volume par rapport à celle dont on parlait auparavant, mais qui existe. Et puis il y a la mouvance, les dangers qui sont créés par une forme de retour du terrorisme dit d'État, qui sont lorsque des États étrangers vont utiliser, c'est le mode d'action, des proxys, c'est-à-dire des membres, en l'occurrence de la criminalité organisée, qui sont présents en Europe de l'Ouest, pour commettre des attaques contre leurs opposants ou contre les personnes qui représentent les intérêts. Un très grand merci d'avoir pris le temps ce matin de nous faire cet état donc de la menace terroriste en France. Olivier Christen, vous qui êtes procureur national antiterroriste